président Alassane Ouattara s'est entretenu aujourd'hui avec le cardinal Jean-Louis Thoran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Le cardinal Jean-Louis Thoran en Côte d'Ivoire dans le cadre de la célébration des 110 ans d'évangélisation du diocèse de Korogo. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu une délégation du programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida et les maladies associées. Sur la table, un partenariat nord-sud productif en matière de recherche sur le sida. Et puis la Côte d'Ivoire était présente à la Foire internationale de Berlin. Ce salon du tourisme a réuni plus de 110 000 exposants de 186 pays. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a reçu en audience le cardinal Jean-Louis Thoran. Il est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Pour lui, la Côte d'Ivoire est un modèle à suivre concernant les rapports entre l'Église et l'État. Le reportage de Viviane Haïman. De nationalité française, le cardinal Jean-Louis Thoran est depuis 2007 le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il est aussi un membre influent du Saint-Siège où, en plus de cette première charge, il est investi de l'autorité de Camerlingue qui lui confère la responsabilité de gérer les affaires courantes du Saint-Siège en cas de vacance du pouvoir. En visite de travail en Côte d'Ivoire depuis le vendredi 13 mars dernier, le cardinal Jean-Louis Thoran a effectué des visites dans les diocèses catholiques de Korogo et Yamoussoukro. Ce mardi, il a été reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. La délégation qui l'accompagnait comprenait le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri et l'archevêque métropolitain de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadi. Au terme de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, l'envoyé du pape François n'a pas manqué d'adresser ses félicitations aux autorités ivoiriennes avec en premier lieu le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le climat de paix qui entoure l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une conversation très intéressante. En ce qui concerne les rapports entre l'Église et l'État, la Côte d'Ivoire est un modèle à suivre et je suis très heureux d'avoir pu le constater, je dirais presque matériellement. Et je crois que c'est un pays qui a de grandes ressources spirituelles, morales et humaines et on peut aller très loin, main dans la main, les uns avec les autres, jamais les uns contre les autres. Le cardinal Jean-Louis Thoran devait avoir avant son départ ce mardi un échange avec toutes les confessions religieuses. Sachez qu'une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique se tiendra demain ici même à Abidjan. Cette conférence est une occasion pour les parties prenantes d'évaluer les conditions de l'émergence, les leçons que les pays candidats à l'émergence pourraient tirer pour améliorer leur politique et stratégie. Cette rencontre internationale devra en outre permettre d'avoir une meilleure compréhension et une appropriation partagée des enjeux et des conditions de l'émergence. Le VIH-Sida, qui continue de faire 10 victimes en Côte d'Ivoire, était dans le collimateur du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et la délégation du programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida. Ils ont parlé d'un partenariat nord-sud productif en matière de recherche sur ce fléau. Cet après-midi, le reportage de Abou Sanogo. Une forte délégation du programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida et les maladies associées, cite Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales de Côte d'Ivoire, conduite par le professeur Jean-François Delfrécy, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il s'est agi pour les hôtes du ministre d'État de faire le point de leurs activités de recherche médiale et discuter des priorités des années à venir. C'est une collaboration qui a maintenant 20 ans, qui a été très productive, à la fois au niveau scientifique et aussi avec des conséquences pour la prise en charge immédiate des patients séropositifs en Côte d'Ivoire et dans les pays du Sud. Notre entretien a porté sur la maladie Ebola, qui, comme vous le savez, est une menace sur l'Afrique de l'Ouest, qui persiste encore, en particulier dans 2 pays proches de la Côte d'Ivoire, que sont la Guinée et la Sierra Leone. Et dans la réflexion qu'il y a sur les mois qui viennent ou les années qui viennent, il y a bien sûr 2 points importants. L'aide à la reconstruction des systèmes de santé,
mais aussi la construction d'un système d'alerte et de veille, un peu une sorte d'institut de santé publique un peu virtuel. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, tout en saluant les efforts de ses experts, a dit l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire de créer un centre de recherche sur le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. L'équipe du programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida, cite Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales en Côte d'Ivoire, est une équipe de recherche médicale présente dans le pays depuis 1994. Abidjan va abriter le 31 mars prochain une conférence internationale sur le contrôle de la peste des petits ruminants. L'objectif de cette réunion internationale est de présenter la stratégie mondiale de contrôle et de l'éradication de la maladie. Cette conférence réunira près de 400 experts. En vue de préparer cet événement, le ministre des Ressources halieutiques et animales Kobena Kwasi Adjoumani a reçu une délégation de la FAO. Hervé Blé nous en dit plus. C'est ensemble à Abidjan que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé animale vont lancer leur programme commun de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants. Virulente et très répandue, cette maladie détruit au moins 70% de tout cheptel qu'elle atteint. Son éradication va avoir un impact majeur, non seulement sur les moyens de subsistance des agriculteurs pauvres, mais aussi sur le défi fin zéro des Nations Unies. Ces plans d'action pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants sera discuté et validé au cours de cette conférence internationale. La conférence internationale FAO-OIE est prévue du 31 mars au 2 avril à Abidjan, en présence des directeurs généraux de la FAO et de l'OIE. Elle regroupera les techniciens et des scientifiques de haut niveau de la santé animale et les ministres en charge des ressources animales de tous les pays touchés par la PPR en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. L'ordre du jour de la conférence prévoit une session scientifique qui aura lieu du 31 au 1er avril 2015 et une session de haut niveau prévue le 2 avril 2015. Cette session de haut niveau donnera l'occasion de montrer l'engagement national et international pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants, mais aussi pour l'amélioration de la santé de ces petits ruminants partout dans le monde. 2 militaires poursuivis pour des faits de meurtre et coups et blessures volontaires lors de la crise post-électorale ont été relaxés à la suite des débats par le tribunal militaire. Le reportage de Hamza Diaby. Le chef interarmes, commandant Nyawa Dablé, et le chef de pièce MDL, commandant Tano Brice, acquittés et mis en liberté. Ces 2 militaires étaient accusés pour faits de meurtre et de coups et blessures volontaires pendant la crise post-électorale dans la période du 12 au 19 mars 2011, période pendant laquelle ils auraient tiré des obus sur le marché Siakakone et le village SOS d'Abobo pendant leur temps de service au camp commando de la même commune. Un verdict contesté par les victimes. Rien ne commis la vérité. Ils ont qu'à dire la vérité. C'est tout. Le 17 mars. Le 17 mars, Abobo n'est pas dormi. Tout le monde est sorti. Tout Abobo est unanime. Que c'est le 17 mars, ils ont lancé les obus là-bas. Il n'y a jamais de 12 mars. Depuis le matin, on est venu pour qu'au moins ils reconnaissent que vraiment ils ont tiré sur nous. Mais vraiment, c'est ce qui m'a fait. Les prévenus déclarés non coupables des faits retenus à leur charge, un soulagement pour leurs avocats. Aujourd'hui, on était censé juger les gens qui ont tué les femmes d'Abobo. Vous êtes arrivés, vous n'avez vu personne. Alors moi, je ne sais pas s'il y a une autre procédure pour les femmes tuées d'Abobo, mais il faut demander au procureur à quand un jugement pour ces dames-là, pour au moins savoir qui les a tuées et puis punir les coupables, s'ils existent vraiment. Et je pense que le droit vient d'être dit. Et le tribunal a reconnu, enfin que Kamana Tano Brice était libre et qu'il n'avait jamais tué personne à Abobo. Le village SOS et le marché Siakakone d'Abobo ont reçu des obus le jeudi 17 mars 2011. Les accusés, eux, affirment avoir effectué des tirs de mortier seulement le 12 mars avec pour objectif de neutraliser l'ennemi dans la forêt du Banco. Des zones d'ombre qui ont conduit le commissaire du gouvernement à requérir leur acquittement pur et simple pour doute.
Les clients de la CIE de la ville de Yamoussoukro ont désormais une adresse pour faire des réclamations. Il s'agit du point d'accueil des consommateurs d'électricité PACEL. Les locaux du PACEL ont été inaugurés par le ministre du Pétrole et de l'Énergie Adama Tonkara. Le reportage de Kwadio Kwame. Installé en novembre 2013 à Abidjan, le premier point d'accueil du consommateur d'électricité PACEL a enregistré plus de 1000 plaintes en 2014. Des mécontentements sur la facturation et la suspension de la fourniture d'électricité. Facturation et suspension jugées abusives par les consommateurs. C'est pour bien faire comprendre que le consommateur d'électricité n'est pas seul devant le concessionnaire s'il se sent injustement traité. Fort de cette expérience, l'autorité nationale des régulations du secteur de l'électricité, ANARE, a ouvert un second point d'accueil du consommateur d'électricité à l'intérieur du pays. Situé sur l'axe principal de la ville de Yamoussoukro, au rez-de-chaussée de l'immeuble Saba. C'est un cadre ouvert à tous les usagers de ce service public, afin de les écouter, les conseiller et traiter les plaintes vis-à-vis du concessionnaire CIE. Adama Tonkara, ministre du Pétrole et de l'Énergie, a coupé le ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de ce PACEL. Je suis très heureux de savoir que le système fonctionne et si la qualité du service est la chose la plus importante pour le consommateur. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont de l'électricité en abondance et veulent une électricité de bonne qualité et à moindre coût. C'est tout à fait normal que les Ivoiriens se plaignent. Et moi, je souhaite que les Ivoiriens de plus en plus se plaignent. Parce que c'est quand les Ivoiriens vont se plaindre que nous allons améliorer la qualité de nos services. Les bénéficiaires apprécient cette action de l'ANARE. Ce que je retiens, c'est que l'ANARE cherche de plus en plus à se rapprocher des consommateurs et c'est une très bonne chose. Pour toute plainte concernant le service d'utilisation de l'électricité, un numéro vert est disponible. C'est le 800-802. Déjà, le PACEL de Yamoussoukro totalise au moins 35 visites et 3 appels. Plusieurs enfants de la commune de Bodokro dans le centre de la Côte d'Ivoire n'ont pas d'extrait d'acte de naissance, ce qui leur est préjudiciable. Pour mettre fin à cette façon de faire, l'association des élèves et étudiants de Bodokro tire la sonnette d'alarme. Elle sensibilise sur l'importance de la déclaration des naissances. Soro Corona et Kwadio Kwame. Selon l'UNICEF en Côte d'Ivoire, environ 3 millions d'enfants n'ont jamais été déclarés à l'état civil. Au cours de l'année scolaire 2013-2014, plus de 80 000 enfants, soit 28% de l'effectif total des écoliers, n'avaient pas ce précieux document administratif. Selon la même étude du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les plus nombreux se trouvent en zone rurale. Pour attirer l'attention de leurs parents, l'Association des élèves et étudiants de Bodokro a initié une série de sensibilisations sur le fléau. À Golikpangbassou, un regroupement de 4 villages, les populations ont été sensibilisées sur les déclarations de toutes les naissances à la mairie ou à la sous-préfecture. Dans ce village, l'année dernière, 86 écoliers n'ont pu composer au concours d'entrée en 6e faute d'extrait de naissance. Kwadio Ndri, fils du village, a exhorté ses parents à faire de la déclaration des naissances de leurs enfants une réelle priorité. Il y a des écoliers à partir du CM2 qui n'ont pas d'extrait, ils ne peuvent plus continuer leurs études. Et pourtant, ils sont très intelligents, ils sont brillants. C'est un appel que je lance à tous les parents. Tous ceux qui font les enfants pensent à donner une existence juridique à leurs enfants. En 2013, le nombre d'élèves sans extrait d'acte de naissance était de 753 668. Ce chiffre a connu en 2014 une réelle progression de 18%. Le bac de Jacquesville prend bientôt sa retraite. La raison, le pont de Jacquesville est fin prêt. Il sera inauguré le samedi, un ouvrage qui permettra de booster le développement de la ville et de sa région par le regain de dynamisme que connaîtront les activités économiques grâce à la fluidité ainsi occasionnée. Carte postale de Jacquesville avec Alexis Ouedraogo. Samedi 15h, le bac qui mène à Jacquesville s'approche du quai. Elodie est heureuse, elle attend depuis pratiquement 1 heure.
Comme tous les samedis, ses sœurs et elle vont passer la fin de semaine sur la presqu'île. Je viens à Jacquesville le week-end pour pouvoir m'amuser parce que c'est un endroit vraiment très intéressant. Les plages, vraiment, les hôtels, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est une ville très reposante qui permet vraiment de pouvoir se détendre. Jacquesville est une cité balnéaire située entre la mer et la lagune ébriée. Le département fait partie de la région des Grands Ponts. Depuis la percée du canal de Vridé, pour la petite histoire, Jacquesville a été séparée du continent. La ville de 3205 km², située au bord de l'océan Atlantique, possède le même climat humide que le sud de la Côte d'Ivoire, mais a la particularité d'un microclimat avec des pluies moins abondantes que celles d'Abidjan. Le lac Mkwa au centre de la ville séduit quand plusieurs restaurants et maquis offrent aux touristes des plats de la localité. Le département compte plus de 60 000 habitants avec une population essentiellement rurale. Des complexes hôteliers en bordure de mer, de lagunes ou en pleine ville ouvrent leurs portes aux touristes. Le département compte un district sanitaire. Son développement est fondé sur une culture extensive de la noix de coco. La pêche, elle, reste traditionnelle en mer et en lagune, même si des tentatives de pisciculture ont été réalisées dans la lagune ébriée. Des champs pétrolifères et de gaz sont signalés au large du département. De nombreuses localités sont rattachées à Jacquesville. L'on peut citer pêle-mêle Toukouzou aux Alem, Couvé et la cité lacustre Tiagba. Le pont de Jacquesville est un espoir pour les jeunes désœuvrés. L'entreprise de transformation de noix de coco qui avait permis à beaucoup d'entre eux de se prendre en charge avait été délocalisée du fait de l'enclavement de la ville. Avec l'avènement du pont, ces jeunes espèrent retrouver leur emploi. Ben Touré et Hamza Diaby les ont rencontrés. Jacquesville, ville côtière et balnéaire avec 70 km de plage maritime et 120 km de bord lagunaire. Des atouts qui font rêver, mais pas sa jeunesse, car pour celle-ci, tous les jours se ressemblent. Lorsque je m'y lève, compte tenu du manque d'emploi, je prends ma ligne et je vais à la pêche, pour essayer d'avoir de quoi manger pour nourrir la famille. Que sa canne à pêche lui revienne bredouille ou pas, Daniel inscrit dans l'agenda de son oisiveté deux autres activités qui reviennent comme les vagues de la mer. D'abord, aider sa mère à confectionner des balais, ensuite aller rejoindre ses amis. Je m'y rends auprès de mes frères où nous avons l'habitude de s'asseoir et de partager, même souvent, un pot ensemble là-bas. Nous donnons des conseils et discutons un peu de nos problèmes. Avec des distractions, par exemple, le jeu des dames et le jeu d'Awali. Pour les jeunes de Jacquesville, l'oisiveté porte un nom, l'enclavement. Il y avait ce pont qui n'était pas là, le bac, on ne pouvait rien. Mais comment tu veux faire des activités dans le domaine touristique, quand tu apprends des gens qui ont quitté Abidjan, ils vont venir pour rentrer à Jacquesville, ils mettent 5 heures. Comment ils vont pouvoir visiter Jacquesville et puis repartir? Une situation qui fait fuir les entreprises. Il y a plus d'une décennie, une usine de transformation de noix de coco, l'une des rares à s'implanter à Jacquesville, s'est délocalisée, laissant derrière elle de nombreux jeunes sans emploi. Une des victimes de cette délocalisation se souvient encore de cette époque. Même la ville, c'était de l'ambiance. Au niveau même des commerçants, bon, ça marchait, les commerces, ça marchait très bien. Et vraiment, c'était bien. Même on nous soignait souvent très bien. En dehors de la pêche, les quelques jeunes en activité sont entre autres tenanciers de maquis ou de cabines téléphoniques. Là encore, les clients se comptent du bout des doigts. Bon, pour l'activité de maquis et restaurant, en fait, je pense à booster un peu quand même nos revenus. Parce qu'on aura plus... Déjà, même avec l'annonce du pont, on a déjà quand même, on s'en sent déjà. Avec la venue des touristes et consorts. Nous, bien des gens qui viennent pour la première fois pour se reposer un week-end, voilà, on fait ça déjà. Et Ouman Olivier Ekra n'est pas le seul à penser ainsi. Le pont de Jacquesville offre à la jeunesse un horizon prometteur et l'un des signes avant-coureurs de la renaissance de la ville est le retour prochain de l'entreprise de transformation de noix de coco. Une opportunité certaine d'emploi pour la jeunesse de Jacquesville. La CEDEAO et la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest veulent donner un coup d'accélérateur à la fluidité routière dans l'espace communautaire. Le procédé du manifeste électronique sera utilisé. Adama Kone nous donne plus de détails sur ce procédé.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tient à la libre circulation des personnes et des biens. Elle reste toutefois attentive à la sécurité sur l'espace communautaire. C'est ainsi que le manifeste électronique des passagers a vu le jour. C'est le manifeste électronique des passagers qui identifie tous ceux qui embarquent à bord d'un car et à destination d'un autre pays de la sous-région. Toutes les informations concernant le passager sont contenues dans ce document. Et le document est transmis électroniquement à tous les corps de contrôle sur le parcours et aux frontières. Ça, c'est la police nationale qui fait ce travail. Après une phase pilote réussie en Côte d'Ivoire, le manifeste électronique est en phase de vulgarisation. L'opération a été lancée à Niamey au Niger. Tous les passagers voyagent dans de bonnes conditions. Ils ne sont plus descendus, maltraités, humiliés dans les corridors. Ils arrivent à leur destination et le transport se fait de façon confortable. On ne demande pas mieux, parce que pour un citoyen qui a déboursé de l'argent, son souci est d'arriver à bon port. Et si déjà, par la levée des barrages, par le manifeste des passagers et les forces de sécurité accordent du crédit à ce document et leur permettent de voyager facilement, il faut reconnaître que c'est une avancée notable. Nous souhaitons que tous les 15 États membres de la CEDEAO appliquent ces mécanismes-là pour la liberté totale de conducteurs d'abord et pour la liberté de nos passagers. Le manifeste électronique, géré par les administrations de police, doit permettre d'assurer la sécurité transfrontalière en traçant tous les voyageurs inter-États. Quelle technologie pour des élections transparentes en 2015? C'est le thème de l'atelier initié par l'Institut national démocratique NDI. Cet institut veut montrer comment les technologies de l'information et de la communication peuvent améliorer l'organisation du processus électoral. Adama Traoré et Adama Koni. Pour l'Institut national démocratique NDI, le recours à la technologie peut assurer le rétablissement de la confiance publique dans l'organisation des élections. Un atelier de réflexion sur des consultations apaisées en Côte d'Ivoire a eu lieu à cet effet. Les technologies de l'information deviennent des agents de transparence et NDI en fait la promotion. Nos observateurs vont remonter les données par SMS, donc c'est déjà une technologie de l'information. Nous croyons aussi que les citoyennes et les citoyens auront la possibilité de nous envoyer aussi des SMS sur notre site web et notre plateforme interactive pour nous dire, par exemple, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des meetings? Est-ce que les meetings vont bien? Autour du thème « Quelle technologie pour des élections transparentes ?», les participants ont recommandé une mobilisation accrue de la population et une totale transparence lors des élections à venir. C'est une initiative du NDI qui est bienvenue. On est en année électorale. La thématique des élections, du reporting, de la surveillance, de l'observation, de la sécurisation des élections, sécurisation dans le sens de sécurisation des données dans toutes les étapes du processus électoral est un point qui inquiète beaucoup tous les participants, qu'ils soient des partis politiques, qu'ils soient des médias, qu'ils soient de la société civile, chacun a ses appréhensions. L'atelier de réflexion, débuté le 16, s'est achevé ce 17 mars. Il a été marqué par des analyses et critiques des différentes méthodes de gestion des élections en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'institution de prévoyance sociale IPS Segrae était l'invité du forum des directeurs de publication. La mission et le rôle de la Segrae étaient au cœur des échanges. Le reportage de Patricia Omo. Un espace d'échange qui permet à l'invité de se prononcer sur le thème « Bilan et perspectives de l'institution de prévoyance sociale, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Segrae ». Il est question aujourd'hui plus que jamais de faire en sorte que la retraite soit un véritable revenu de remplacement, ce qui veut dire payer la première pension juste après le dernier salaire d'activité, ce qui est aujourd'hui une réalité tangible à la Segrae. Les interrogations des journalistes et directeurs de publication ont porté entre autres sur la mise en œuvre de la réforme. Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pouvait attendre plus d'une année et demie avant de bénéficier de sa première pension. Aujourd'hui, le délai a été amélioré. À l'époque, c'était très compliqué.
Je suis allé à la retraite, j'ai passé au moins 2 ans avant de bénéficier de ma pension. Mais cette fois-ci, en ce moment précis, si ça a tout duré, c'est 2 ou 3 mois. Et ça nous fait plaisir. Pour les organisateurs, l'occasion est bien choisie pour partager des informations sur les principales mesures de la réforme. Nous avons décidé de faire de cet homme-là notre invité afin qu'il s'explique un peu sur les problèmes des retraités et afin qu'à travers ses réponses, ces personnes-là puissent avoir une lueur d'espoir. Présidé par Charles Lambert Trabi, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire a été créé en 2013. La Côte d'Ivoire était présente à la Foire internationale du tourisme de Berlin. La Côte d'Ivoire était représentée par le ministre du Tourisme, l'Office national du tourisme et plusieurs opérateurs du secteur. 186 pays ont participé à ce salon du tourisme. L'ITB Berlin est le salon interprofessionnel leader couvrant toute l'offre de l'industrie touristique avec plus de 180 000 visiteurs. Patricia Omoetia. En vue de replacer le pays sur la carte touristique mondiale, la Côte d'Ivoire a participé à la 49e édition du Salon du tourisme de Berlin. Tourisme durable et tourisme culturel ont été parmi les principaux thèmes des débats de cette édition 2015. Les Allemands sont très friands d'écotourisme. On a eu l'arrivée de paquebots de croisière également qui ont ancré dans le port d'Abidjan, qui ont déversé des centaines de touristes qui ont visité en Abidjan et ses environs. Et si l'on voit les résultats en termes de nombre de touristes qui ont visité la Côte d'Ivoire, l'objectif du ministère qui était d'atteindre d'ici la fin 2015 500 000 touristes, la Côte d'Ivoire a atteint le nombre de 470 000 touristes pour 2014. Au cours de ce salon, le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme ont tenu plusieurs rencontres avec les professionnels du secteur. Nous avons eu une rencontre fructueuse avec des entreprises germano-africaines, avec qui d'ailleurs CPC a un contrat de partenariat. Et nous nous attendons à recevoir des hommes d'affaires de ces entreprises en Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de projets que nous avons déjà apprêtés. Selon les estimations de la société BC Berlin, chaque destination profite pleinement de l'ambiance positive des métropoles européennes jusqu'aux destinations les plus lointaines. 333 apprentis et 119 maîtres de la capitale du Tchologo, exerçant dans plusieurs secteurs d'activité, ont reçu des kits dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Kader Sogodogo. L'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, remet des kits à 333 apprentis et 119 maîtres. Ils exercent dans plusieurs domaines, la menuiserie, la mécanique, la cuisine, la couture, etc. Leur formation dure 1 à 2 ans. Elle est basée sur 25% de théorie et 75% de pratique auprès de maîtres exerçant déjà sur le terrain. En plus d'une bourse de 30 000 francs par mois, l'État de Côte d'Ivoire et son partenaire financier sur le projet, la Banque mondiale, ont décidé d'accompagner les maîtres et leurs apprenants avec du matériel. Avec Sédougou, le directeur général de l'AGFOP, a invité les apprenants à saisir cette chance inouïe d'une première expérience professionnelle. Toute personne désireuse d'exercer une activité professionnelle doit forcément avoir des compétences. Quand on veut travailler, il faut avoir une qualification. On ne peut pas dire, et ça c'est l'exemple souvent, je veux travailler, et quand on nous demande qu'est-ce que tu veux, non, tout ce que moi on me donne, je peux le faire. Non, on ne peut pas faire tout ce qu'on nous donne. Les bénéficiaires apprécient le soutien à sa juste valeur. Au début, des personnes affectées disaient payer des apprentis, les habiller, impossible à faire que. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des apprentis de l'AGFOP. Ce projet existe depuis 2013 et s'étend à plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Le syndicat des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire remet du matériel aux structures de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Soubré. Coût du don, 4 millions de francs CFA. Abou Sanogo nous en dit plus. Ce don est composé de 4 tonnes de ciment,
25 tables bancs, 8 ordinateurs et 3 splitters d'un coût total de 4 millions de francs CFA. Il est destiné à 13 structures de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Soubré et vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des chefs d'établissement. Une initiative du syndicat des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire. Cette action, selon le président du syndicat des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire, est le fruit d'un partenariat noué dans le cadre des prises de vue dans les établissements primaires et secondaires de la région de la Nawa. Pour Guy Claude, la remise de ce don est l'expression de la gratitude et de la reconnaissance des photographes aux acteurs du monde éducatif qui ont adhéré à ce partenariat. Il a donc émis le vœu de voir ces dons favoriser l'excellence dans les établissements. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Mbassidje Ogou Roger, s'est réjoui de ce partenariat dont l'objectif est la construction de salles de classe, de latrines et la réhabilitation des bâtiments. Au nom des structures bénéficiaires, Vouzo Solange a salué ce partenariat initié par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et qui voit les structures bénéficier de matériel de tout genre afin de travailler dans de meilleures conditions. Et puis le Likoud de Benjamin Netanyahou et le centre gauche au coude à coude à l'issue des élections législatives en Israël, selon des sondages à la sortie des urnes. La liste des partis arabes israéliens, elle, est troisième. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure.